joie et plus de violence, c'est la même chose, place de la Comédie. René Girard est champion de France, il l'a été 3 fois comme joueur, il l'est pour la première fois comme entraîneur. Et bien sûr Montpellier est champion de France. Voilà, c'est fini. Malgré l'argent, les stars, l'engouement populaire et médiatique, le Paris Saint-Germain passe à côté d'un titre de champion de France qui lui était promis. Mes amis sont tristes, déçus, en colère. Ce n'est pas mon cas. Depuis la dissolution des associations de supporters au Parc des Princes, le club a pris un tout autre tournant. J'ai le sentiment de ne plus être à ma place dans ce stade. Pire, je ne me reconnais plus dans ses couleurs. Le club est entré dans une nouvelle ère, laissant derrière lui ses plus fidèles supporters. L'ambiance est extrêmement chaude. Les joueurs sont d'ailleurs allés saluer tous les supporters. Ça y est, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. Il est arrivé au bon moment. Le Paris Saint-Germain qui tente d'arracher sa qualification. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Là, c'est 3 fois que le président Borrelli a embrassé la pelouse. Welcome to the legendary fans. Ça, c'est formidable de la part des supporters Parisiens. Et le voilà, le 4e en première mi-temps, s'il vous plaît. Le public de Paris qui est le meilleur de France. Il m'a fallu du temps pour comprendre que les choses avaient changé. Pour de bon. 2 ans et ce fameux plan Le Prou. Quand le club l'a dévoilé, je n'ai pas mesuré l'impact qu'il aurait sur ma vie de supporter. En instaurant des abonnements aléatoires à l'orée de la saison 2010-2011, le club cassait 30 ans d'histoire et de ferveur. C'est moi quand j'ai appris le plan Le Prou, je l'ai appris avant qu'il soit public. On me l'a raconté là, à une terrasse de café pas loin. Je crois que pendant 5 minutes, j'ai pas parlé. Au moment où Robin Le Prou prend sa décision, met en place ce plan, je le dis très clairement, il a raison. Parce qu'à ce moment-là, il y a un 2e mort au Parc des Princes, on est dans une situation de conflit très dur entre Auteuil et Boulogne, il faut bien prendre une décision. Si le club avait continué comme ça, le PSG aurait cessé d'exister. J'ai vu toutes mes années de parc défiler, je dis voilà, là c'est terminé. On sentait qu'il y avait quelque chose qui allait nous tomber sur le coin de la gueule. Après tout ce qui s'était passé l'année d'avant. On s'attendait à quelque chose de très dur. Et je comprends le désarroi de certains et l'injustice pour certains, mais je me dis aussi qu'il fallait peut-être passer par là. On a pris une décision assez forte et qu'on ne voit pas souvent même dans notre pays. Moi, ça a été dur vraiment pendant 6 mois, quoi, où... Il y a des moments où vous suivez même pas les matchs, quoi, parce que... On vous a viré, quoi. J'ai toujours soutenu mon club, toujours aimé cette ambiance si particulière qui régnait dans les tribunes du parc. En juin 2010, furieux contre le club, les anciens leaders des associations dissoutes appellent à boycotter le Parc des Princes, contestant ainsi les mesures prises par le club et les pouvoirs publics. Boycotter? Ne plus aller en virage? Rester chez moi? Non merci. Ma place était au parc, et nulle part ailleurs. Et vous demandez aux joueurs français, tout club confondu, un stade où vous aimeriez jouer un jour? C'est le parc. Quand j'ai vu le parc pour la première fois, j'étais vraiment impressionné. Et je me suis dit, c'est là où j'ai envie de jouer. C'est le stade de football par excellence, c'est le plus beau stade de football en France. C'est un peu comme une cocotte minute parce que les gens sont quand même très proches du terrain. Ça aussi, c'est
un avantage, un gros point positif. On a une vue vraiment parfaite, quel que soit l'emplacement où on se trouve dans le stade. L'ambiance a toujours été spéciale, chaude, parce que c'est une cuvette. C'est très chaud parce que ça résonne. Ça résonne quand c'est plein, il y a une montée en puissance des chants, des cris. Le parc, c'est déjà une structure de parc, c'est déjà chaleureuse, déjà très très belle aussi. Cette espèce de grands ailerons comme ça. Il y a quelque chose qui est esthétiquement déjà est particulier au parc. C'est une lumière, un bruit qu'il n'y a pas dans d'autres stades. Je crois que le Parc des Princes a été un peu le premier à créer des véritables tifos, à organiser les déplacements, les vrais déplacements de supporters, à intégrer les supporters dans la vie du club. Je me disais chaque fois que j'entrais sur le terrain au parc, putain, je suis obligé de marquer aujourd'hui. Les gens ils commencent à chanter ton nom, mais l'ambiance derrière le 2 buts, c'était magnifique. C'est un stade mythique, on le disait, c'était à l'époque, c'était un peu mon jardin. La plus belle ambiance de France, le plus beau stade de France. Et ça, je suis désolé pour ceux que ça peut froisser et pour les supporters d'autres clubs, mais je suis allé partout et je le sais, quoi. C'est une réalité et tous les joueurs le disent. Tout simplement, c'est un stade exceptionnel. C'est mon père qui m'a transmis la passion. Il faisait partie des premiers supporters du club, dès les années 70. C'est lui qui m'a fait aimer le parc et qui m'a raconté l'histoire de ses tribunes. Du président Echter, en passant par Dogliani, Daleb, Suzic, Fernandez et Borelli. La montée en D1, les finales de Coupe de France, la tribune Boulogne, le titre de 86 et la folie populaire qui commençait à s'emparer des gradins. Une histoire née sur ce stade. Une histoire, c'est celle d'un club qui est en train de monter. C'est l'époque où Daniel Echter est encore président, où il y a des joueurs formidables comme notamment Mustapha Daleb. C'est encore très folklorique, très, très frais. L'ambiance autour, quoi, l'odeur des merguez, sur les bidons coupés là, ou sur les caddies à l'envers. Cette folie, ce côté un peu turbulent du club, c'est Borelli embrassant la pelouse. C'est le meilleur symbole de l'image du Paris Saint-Germain. Quand je suis arrivé à l'époque Borelli, on s'entraînait tous dépareillés, c'est-à-dire on n'avait pas un sponsor. Il y avait un côté un petit peu champêtre, mais qui était sympa quand même, ça commençait à venir. Là t'arrivais, Suzy en vert, Jeannot en bleu, l'autre Adidas, l'autre Puma, c'était n'importe quoi. On rentrait dans une tribune, mais il y avait assez de place pour se balader, on pouvait aller partout, donc on se retrouvait à la présidentielle. De toute façon, on était quoi ? Au bout des grands matchs, on était 10 000 dans le Parc des Princes, donc c'était pas un problème. C'était bon enfant, il n'y avait pas de... Les gens, ils venaient là pour passer un moment, j'étais détendu. Dans ces années-là, c'est Suzic, évidemment, c'est Luis, sont des joueurs qui représentent, qui symbolisent encore très fortement le PSG, quoi. Malgré plusieurs propositions d'autres clubs et d'autres pays, j'ai choisi Paris Saint-Germain. Peut-être à cause du Parc des Princes, parce que vraiment j'étais très impressionné. Quand tu allais au parc au départ, c'est marrant parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, quoi. Le parc était souvent à moitié vide. Je crois que la moyenne au moment du titre de 86, je ne sais pas si ça a atteint difficilement 20 000 personnes. Quand les équipes venaient au parc, ils avaient l'impression de jouer sur un stade neutre ou presque à la maison. T'allais en latéral ou à Hauteuil, et les mecs ils étaient à 80% pour l'adversaire. C'était pas pour le PSG. Pas PSG Saint-Etienne, PSG Nantes, PSG Brest, Rennes, c'était 80% du stade qui était debout sur les buts ou OM, c'était sur les buts de l'adversaire. Après ça a évolué. Dans les années 80, le président Borelli, le regretté président Borelli, a voulu donner des abonnements et des places aux jeunes supporters du Paris Saint-Germain. Et donc il a créé une tribune populaire, qui était en tribune K à la base. Et à ce moment-là, le souhait des dirigeants était de créer une ambiance, de créer un regroupement de jeunes. Et ça se fait dans la tribune Boulogne. C'était plutôt des spectateurs avant. C'était pas des vrais supporters, sauf il y a un groupe derrière le but. Et là, tu vois, il y a un seul endroit, quoi, finalement, où on encourage le club, c'est dans le club de Boulogne, qui naît en 85. Si Boulogne a pris, c'est parce qu'avant il n'y avait rien, il n'y avait pas de COP, il n'y avait pas de supporters parisiens qui encourageaient activement l'équipe, et donc le club avait besoin de ça.
Et ça apparaît dans les années 80, à un moment où il y a un bouillonnement des bandes sur la région parisienne. C'est vrai que ça a été le début peut-être d'un COP Boulogne beaucoup plus dur, beaucoup plus aussi on peut le dire d'extrême droite. T'avais à Auteuil les Antillais, les Portugais, t'avais en tribune C les Juifs du Sentier, t'avais, c'est qu'il y avait une tribune nationaliste, c'était Boulogne, t'avais ce grand mélange, mais voilà, pour moi c'était une et même famille. Première fois le PSG a failli descendre en seconde division, c'était en 1988. Il faut savoir que ce qui a sauvé le PSG, c'est pas ses joueurs, c'est le Parc des Princes. Les 3 derniers matchs, le PSG donc, est 19e et Francis Borelli décide de donner la gratuité pour les spectateurs. Un match qui a fait office de déclic, c'est un match de Coupe de France, un 16e de finale contre Nantes, qui était à l'époque une très grande équipe. Nantes gagne 2-0 à l'aller. Au match retour en 81, au Parc, le PSG gagne 5-3. Là, il y a eu quelque chose, parce que c'était le gros Nantes à l'époque. Au bout d'une trentaine de minutes, Paris mène 3-0. Et là, pour la première fois dans l'histoire de ce stade, l'ensemble du public reprend Paris. Pas seulement les 500 types qui étaient à Boulogne à l'époque, les 35-40 000 personnes, Paris. Et c'est vrai que ce PSG Nantes de Coupe de France, là, ce 5-3, fait partie des matchs qui ont fait basculer le PSG dans autre chose. Et là, on peut dire qu'un vrai public est né à Paris. C'est dans ce stade-là que le Paris Saint-Germain construit son histoire. J'ai connu le Parc au tout début des années 90. Avec l'arrivée de Canal, le club a pris une autre dimension. Des nouveaux moyens, des grands joueurs, des soirées de Coupe d'Europe, la naissance d'un vrai virage à Auteuil et donc une nouvelle ambiance. C'est pour toutes ces choses-là que j'ai décidé de reprendre ma place en virage lors de la saison 2010-2011. C'est pour Wea, Ginola, Rai, le virage Auteuil, le COP de Boulogne, PSG Real, Barcelone, Bucarest. Toutes ces victoires qui ont écrit l'histoire du club. L'été où Canal a racheté le PSG, on s'est dit que y avait moyen de voir du bon football, quoi, donc on s'est abonné. On voit le développement d'Auteuil, quoi, d'une ambiance qui commence à grandir de l'autre côté, enfin, donc t'as deux virages qui peuvent commencer à se répondre. Il y a une supériorité claire des anciens de Boulogne, Auteuil est simplement une tribune en train de naître, mais ça commence quand même à donner un autre poids au Parc. Et puis alors forcément, t'as les résultats, t'as des bons joueurs qui viennent, t'as de plus en plus de monde qui vient. On a changé de dimension et en même temps le public a suivi. Les différentes associations de supporters, que ce soit à Boulogne ou à Auteuil, ont joué un rôle décisif dans l'essor du Paris Saint-Germain. Dans les années 90, les grandes années de réussite du PSG de Canal avec la grande équipe des Rai, Le Guen et autres, les groupes d'Auteuil prennent un tel essor que quelque part ils incarnent l'esprit du Parc. Petit à petit, les groupes ont pris de l'importance en nombre et aussi en influence en essayant d'éduquer la tribune sur des choses, sur le soutien continu à l'équipe, ne pas être versatile, c'est-à-dire il y a une chanson qui dit dans le malheur ou dans la gloire, c'était important, ne sifflez pas les joueurs, même si on perd 1 ou 2-0, on encourage l'équipe. À partir des années 80-90, on a des groupes qui veulent encourager l'équipe en permanence et qui veulent bien faire leur métier de supporter. Auteuil prend son essor, Boulogne continue sa vie et on a un cas assez unique en France de stade où vous avez deux tribunes à fort potentiel en matière de supporters. Les saisons se suivaient les unes après les autres. Le Parc devenait un peu une forteresse infranchissable. On gagnait quasiment tous nos matchs au Parc. Des PSG Naples, des PSG Real, des PSG Anderlecht, qui restent forcément gravés, on va dire, dans mes souvenirs de jeunesse, quoi. C'est le corner de Valdo dans les 5 dernières minutes quand il fait comme ça. Voilà. J'ai encore cette image et que le Parc hurle parce qu'on sait une chose, on va marquer un but. Venir chez nous, c'était quelque chose, quoi. C'était pas facile. Venir au Parc, c'était avoir une soirée difficile parce que il y avait l'équipe et il y avait l'ambiance. Justement, je me rappelle du match PSG Real de Madrid. Un tifo qui recouvrait toute la tribune Auteuil et j'ai vu Butragueño et Mitchell qui s'échauffaient de ce côté-là, s'arrêter et regarder en se disant qu'est-ce qui nous arrive un peu. Parce que là, il y avait l'événement, quoi. Il y avait l'adversaire, la qualité du match, le suspense, les buts, il y avait tout ce jour-là. Un bruit pareil, c'est un truc de fou, quoi. Mais un truc de fou, l'impression que le sol bougeait, quoi, qu'on en avait plein la tête, quoi. J'étais à Califourchon sur le triangle avec le mégaphone.
Et je me rappelle avoir senti ce truc comme si la tribune, tout le stade vibrait et les mecs qui étaient à côté, à l'unisson, vibraient également, quoi. C'était énorme. Et c'était comme un volcan. Le parc avait envie de vivre cet exploit qu'ils ont eu à la fin. Contre Liverpool dans les années 90, avec cette banderole déployée Welcome to the Legendary Fans, donc en hommage aux supporters de Liverpool, dont le fameux chant You Never Walk Alone ensuite avait été respecté par le parc. Respect, quoi, l'élève qui veut défier le maître. Et après, il y a eu aussi des scènes pas de camaraderie, mais bon, d'échanges avec toute cette cohorte d'anglais nombreux, comme ils savent faire, des échanges de maillots, des échanges d'écharpes. Quand les supporters anglais de Liverpool sont arrivés au parc, et qu'ils ont vu qu'ils étaient bien accueillis, ça fait chaud au cœur, parce que c'est bien. Le football, c'est ça. Je veux dire, c'est typiquement ce genre de choses. Ça, c'est des moments vraiment forts et intéressants, dans le sens où on voit effectivement que le parc fait partie de la culture foot et qu'il a lui-même un énorme respect de la culture foot. Et quand vous êtes pris dans cette ambiance-là, vous vous dites qu'il n'y a rien de plus beau. Et quelque chose que j'ai vécu simplement dans ce stade-là, avec une ambiance pareil, inoubliable. Les conditions d'un exploit comme un match sur Bucarest, ça se crée. Ça se crée quand les joueurs rentrent sur Bucarest. J'en ai vu plus d'un, j'en ai lu plus d'un qui dit tout simplement, quand on est rentré sur le terrain, on a senti le public, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et dès qu'on a rentré sur le terrain, les joueurs on peut sentir que les supporters croyaient vraiment. Et je crois que ça a touché tout le monde et a fait qu'on a fait un des meilleurs matchs de cette époque-là. Il y a eu un orage juste avant le match, complètement dingue. On était en train de finir de peindre le message. Les supporters ont un peu joué le rôle de justicier. En quelque sorte, ils se sont dit, tiens, bon, les dirigeants ont fait une connerie, nous, on va la rattraper. Et on a senti la force d'un club. Une communion entre un match de football de très haut niveau et une ambiance dans un stade, une ambiance générale, pas que les supporters acharnés, pas que les virages, vraiment une ambiance générale qui font qu'il y a une osmose, quoi. Quand les gens ils quittent le stade, ils sont heureux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être plein de problèmes dans la vie, mais là, à ce moment-là, ils ont fait un break et on est heureux, quoi. Dix ans plus tard et malgré les mauvais résultats, je n'ai jamais vécu une ambiance pareille au parc. Auteuil, Boulogne, les quarts de virage, tout surlait leur amour pour leur couleur, quel que soit le verdict du terrain. L'union sacrée avait été déclarée et les deux virages étaient à leur apogée. Les années 2000, c'est des années assez terribles au niveau. C'est pauvre, c'est une pauvreté affligeante, quoi. Alors tu te raccroches à des matchs comme ça, je pense que les deux mains suffisent largement à compter les vrais gros matchs où tu as beaucoup d'émotions. Mais il y a une ambiance c'est vrai qu'il y a une ambiance de dingue, quoi. Ça avait quelque chose de touchant parce que quelque part, on les baladait un peu avec des nouveaux présidents, avec des entraîneurs qui changent, avec des résultats qui n'étaient pas là, des joueurs qui, bon, des fois ça allait, et bien souvent ça allait pas. Et le public était toujours fidèle. En gros, le public du parc était le numéro 1, le stade c'était le numéro 1, mais par contre sur le terrain c'était vraiment catastrophique. Parfois je me réveille à voir l'ambiance qu'il y avait au parc. C'est un terrain magnifique, c'est des supporters impressionnants. J'étais extrêmement ému. L'hommage à Borelli, c'est la première fois au parc, on avait fait une minute de silence qui a duré 2 minutes. Il était important pour nous de ne pas se faire dominer en tribune par des supporters adverses, dans le bon sens du terme, visuellement, vocalement, par des tifos, par des chants. Quand on ferme les yeux, qu'on se dit, tiens, rappelle-toi un match, ah bah tiens ouais, rappelle-toi PSG Saint-Etienne, le départ de Pedro Miguel Paoletta, le PSG qui est à 2 doigts de se faire sortir et partir en Ligue 2. Même la plus mauvaise saison qu'on fait, celle où on manque de tomber en seconde division, les matchs étaient de la folie. Le PSG Le Mans, l'année où on joue le maintien, franchement j'en reviens pas. Il y a les drapeaux, je sais pas pourquoi à ce moment-là ça m'avait marqué, je crois que ça faisait un moment que je les voyais plus. Il y a des vieux drapeaux de Boulogne qui étaient ressortis que j'avais pas vus depuis très longtemps. Auteuil c'était le feu mais complet. On avait quand même un parc avec une ambiance, on avait des parkages pleins, on avait des 1000-2000 personnes à l'extérieur pour soutenir le club alors qu'on jouait la relégation. Le fait d'avoir des groupes structurés,
avec des gens qui étaient vraiment là pour lancer des chants, des gens qui étaient vraiment là pour avoir des idées de tifo, de choses comme ça, et des gens qui étaient capables de le mettre en œuvre. Et avec, faut le dire aussi quand même, un club qui nous suivait derrière. Avec toute la discorde qu'on pouvait avoir entre eux et nous, un club qui nous permettait de réaliser ces choses-là. Comme des Paoletta qui passent en tribune pour effectivement voir les gars qui sont en train de peindre, c'est une vraie récompense et ça c'est ce qui faisait aussi notre plaisir. Quand on parle avec des garçons comme Roten, quand on parle avec des garçons comme Chantôme ou même un garçon comme Sacco, maintenant, lui il était avec des billes grandes comme ça quand il était dans les gradins en allant voir les matchs et il se disait c'est une ambiance de malade. Il faut que je joue un jour sur cette pelouse et que je sois encouragé comme ça. Ils étaient là pour le meilleur et pour le pire. Non seulement j'ai pas eu à me plaindre d'eux, mais au contraire, je considère qu'ils ont fait beaucoup pour m'aider à sauver le club. Le PSG Saint-Etienne pour le maintien, c'est complètement différent, c'est pas les mêmes émotions, là t'as vraiment la peur au ventre, quoi, tu le sens, le parc était plein, blindé. Plus qu'officiellement annoncé, le PSG avait vendu des places en secret sur le quota de sécurité. Il y avait une ambiance énorme à Boulogne. Je me rappelle avoir demandé aux mecs de le tendre les mains pour taper et faire un de nos chants à base de tapage de main, on va dire. Et j'ai vu toute la tribune lever les mains, et ça c'est super rare à Boulogne. Je lançais les chants, j'avais du mal à même m'entendre avec le micro. Il y avait vraiment cette tension où tu vois ça, t'es capot, tu vois cette tribune qui est crispée, qui a envie de pousser son équipe. Ce Parc des Princes qui explose sur une égalisation de Jérémy Clément. C'était de l'euphorie, mais c'était aussi de la rage, une libération. PSG-Chelsea, on perd 3-0. 90 minutes, on chante. On perd 3-0, mais 90 minutes, on chante. Et les Anglais, dans tout leur compte-rendu, le premier truc qu'ils ont dit, c'est voilà, on a gagné, mais en tribune, on a pris une leçon. Et ça, c'était important. C'est-à-dire que le reste du stade, limite, les gens dans le reste du stade, souvent, et ils nous l'ont dit, et ils nous le disent encore aujourd'hui, venaient plus à l'époque pour voir les virages et l'ambiance que le côté football qui dans les années 2000, à part une ou deux saisons, était vraiment assez pauvre, quoi. Quand tu rentrais au Parc des Princes à l'époque, parce que malheureusement ça a changé maintenant, à l'époque c'était vraiment chaud, quoi. Putain, pas aller Paris, machin, enfin c'est un truc de fou, rien que t'en parler, j'ai des frissons. Des tifos extraordinaires. Parce que c'était vraiment beau à voir. De temps en temps, je regarde la vidéo, je regarde même à l'internet. Je vais chercher des images et sincèrement, j'ai la boule et j'ai les larmes aux yeux quand je vois des images comme ça. Sur un plan très égoïste, très personnel, je devais leur dire merci. Parce qu'ils m'ont fait passer les plus belles émotions, pas de ma carrière, mais de ma vie. Mais voilà, après quelques années d'entente entre les groupes des deux virages, la rivalité s'installe. Face à face, le COP historique de Boulogne et certains groupes émergents de la tribune Auteuil. Une rivalité qui dégénère en février 2010. Dans les rues qui longent le parc, des bagarres entre les deux tribunes provoquent la mort d'un supporter. Le Parc des Princes, c'est le lieu où se rassemblent toutes les couches de la population. Il y a le mélange, indéniablement. Moi, je sais jamais qui est à côté de moi au stade. Ce que le mec fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il pense, il vote pour qui. En fait, je m'en fous un peu, du moment qu'il soutient le Paris Saint-Germain. Donc vous avez des gens de toutes les couleurs, des gens de toutes les origines, des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui votent Front National, des gens qui votent communistes, des gens... Vous avez forcément, c'est très explosif. Donc au départ, Auteuil, c'est le second virage du Parc des Princes, et Auteuil grandit dans l'ombre de Boulogne. C'est-à-dire que progressivement, il va y avoir de plus en plus d'ambiance, progressivement, ils vont se déplacer de plus en plus, mais sans jamais remettre en cause le fait que Boulogne est la tribune historique des supporters, sans jamais remettre en cause la suprématie de Boulogne. Dans les années 90, en gros, Auteuil fait profil bas et progresse. On sent que la haine est irrémédiable entre les deux virages, quoi. Avec d'un côté une tribune blanche où seuls les blancs rentrent, et de l'autre une tribune beaucoup plus multiculturelle qui va affirmer cette identité-là. Donc il y a plusieurs causes au conflit qui fait que, comme ces causes sont relativement importantes pour les parties prenantes, ça va déboucher sur plusieurs conflits assez importants qui vont s'étaler sur toutes les années 2000. Quand il y a la banderole, l'avenir est à nous, à partir de là, on sent que petit à petit, tu vois, ça... Les années passent et tu sens que ça pourra jamais se recoller, qu'il y a une radicalisation des deux côtés et que ça va mal tourner. Probablement qu'il y a eu des erreurs aussi du PSG. Est-ce qu'il fallait, pour faire contrepoint à la tribune de Boulogne, installer une tribune Auteuil qui devenait par définition une tribune qui s'opposait à l'autre? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce qu'on a suffisamment, je dis on, les présidents qui se sont
succédé depuis la création du club? Est-ce qu'on a suffisamment anticipé les problèmes de société? Ça a été une gangrène absolument terrible. Ce qui s'est passé lors du déplacement Le Mans-Paris, les règlements de compte, les sur-règlements de compte, jusqu'à la mort du supporter parisien lors du PSG-OM d'il y a 2 ans. Ça, ce jour-là, pour moi, ça a été une rupture. Il y a des supporters du PSG ou des gens qui se disent supporters du PSG qui ont massacré un autre supporter du PSG. Le plan Le Proux, il arrive en 2010, donc suite à la mort de Yann Laurence, un supporter de la tribune Boulogne, et à un moment où le conflit entre Boulogne et Auteuil est vraiment à son paroxysme, avec les 2 tribunes qui s'insultent en plein match, avec des antagonismes qui sont vraiment extrêmement marqués et qui touchent largement dans la tribune. Je pense qu'il fallait faire quelque chose parce que je vous rappelle quand même que, alors ça s'est pas passé dans le Parc des Princes, mais autour du parc, il y a quand même eu ces dernières années 2 morts. Je crois que ça a devenu, à un moment donné, un problème aussi de sécurité publique. Ma critique principale ne vise pas Robin Le Proux, elle vise les pouvoirs publics et les pouvoirs policiers en France qui ont été incapables de résoudre un problème qui, jusqu'à preuve du contraire, ne concernait qu'une minorité, c'est-à-dire 200 à 300 personnes. Et pour ces 200 à 300 personnes, on en a sanctionné 13 000. Autour du Paris Saint-Germain, vous avez, allez, je dirais, 200 abrutis. 200 abrutis, mais qui sont connus de tous, y compris des forces de l'ordre. Pendant 20 ans, les pouvoirs publics, le PSG, les pouvoirs publics, les présidents, les actionnaires qui étaient là, n'ont rien fait. La police, pendant des années, qui n'a pas fait suffisamment son travail pour que j'ai envie de dire, un tri soit fait, quoi, entre ultra et hooligans. Pourquoi ne pas éradiquer les 150 imbéciles alcooliques et cervelés qui nous faisait chier depuis 10 ans. Tant qu'on n'aura pas compris une chose très importante, quand des incidents se passent à l'extérieur du Parc des Princes, ce n'est pas le PSG qui est responsable, ce n'est pas au PSG de faire la police. Par exemple, ce qui s'est passé entre les supporters d'Auteuil et de Boulogne, pourquoi il n'y avait pas de policiers? Il y a beaucoup de supporters qui se posent des questions. Ils ont raison, c'est vraiment que 2 bandes comme ça arrivent, se tapent dessus, alors que les policiers savaient qu'il y avait quand même de gros soucis entre les deux, entre Boulogne et Auteuil. On peut vraiment s'interroger, oui. Il n'y a pas une explication, il y a toute une série de lâchetés, d'incompréhension, de méconnaissances qui ont amené finalement au drame qu'on a connu et à cet échec pitoyable. La saison 2009-2010 se finit dans les flammes, avec un dernier match sous haute tension face à Montpellier, dans lequel les supporters historiques des 2 virages laissent exploser leur frustration et leur tristesse. La saison qui suit ne ressemble à aucune autre. Les anciens abonnés désertent les tribunes. Le parc sonne creux et perd doucement son âme. L'ambiance disparaît, l'affluence est au plus bas. La vraie grosse problématique dans ce plan Le Proux, c'est qu'on a écarté complètement cette frange de supporters, 13 000 personnes, toutes les associations, on les a écartées, on leur a dit on va prendre une décision, vous vous taisez et vous allez subir ce qui va se passer. Le gros point négatif pour nous supporters, c'est le placement aléatoire. Donc ça veut dire vous ne pouvez pas aller au Parc des Princes à plus de 4 personnes à côté. Cette division très stricte en tribune, Auteuil d'un côté et Boulogne de l'autre, n'a pas été inventée à Paris. Elle existe depuis que le football existe. Vous allez dans n'importe quel stade anglais, les spectateurs sont attachés à telle ou telle tribune. Le principe de territorialité, puisque c'est ça qui est en cause, ne me gêne pas. Je comprends. J'ai souvent dit que, dans un village, on aime se retrouver au bistrot avec des copains, et c'est toujours le même bistrot. Il n'est pas meilleur que le bistrot d'à côté, mais bon, dans les vestiaires, moi je suis complètement malade, je vais toujours au même endroit. Le plan Le Proux, c'était inéluctable. Il avait été annoncé quelques matchs auparavant, mais c'était toujours flou jusqu'à ce qu'il soit réellement annoncé. On s'est dit, on va lutter contre le plan Le Proux, et ça a commencé des PSG Montpellier avec une manif avant, des slogans, et puis la décision aussi d'appeler le peuple du parc à ne pas quitter, à faire un sitting après. C'est pas pour rien qu'on est resté jusqu'à minuit dans la tribune. On savait, quelque part, au fond de nous, on savait que c'était peut-être la dernière fois qu'on y était. Je suis parti tout seul du parc et j'ai pris le temps, j'ai regardé les fresques, tout, l'architecture, les murs, j'ai même touché physiquement les murs. Tout plan radical, de fait, il crée ces injustices. Donc moi, je l'assume. Il y a des gens qui se sont sentis, et c'est vrai, injustement punis pour quelque chose dont ils n'étaient pas responsables. Ils ont menti aux gens, les yeux dans les yeux.
Moi, le Prou, les yeux dans les yeux, m'a dit « On a besoin que vous restiez au stade, on a besoin de vous. » La veille où il annonce la chose, quoi. La veille. En résumé, il mettait fin à 30 ans d'histoire pour le COP. Un peu moins pour le VA, mais ça représentait quand même pas mal de choses. Tu te rends vraiment compte du plan Le Prou au premier match de la saison suivante au PSG Saint-Etienne. Là, il y a des supporters abonnés à Boulogne et abonnés à Auteuil qui souhaitent marquer leur mécontentement par rapport au plan Le Prou et la fin des abonnements en virage. Et donc on a une manifestation côté Boulogne et une autre manifestation côté Auteuil. On avait décidé quand même d'aller autour du parc, dans nos bars, dans notre endroit, c'était chez nous. Et moi je considérais que si on voulait lutter contre le plan Le Prou, ça avait beau être les vacances, tout ça ou autre, ça avait beau être super sécurisé, répressif, on savait que les flics seront attaqués. On l'a vu d'ailleurs, ils ont fait un énorme coup de com' médiatique en faisant des rafles, en arrêtant des gens qui n'avaient rien fait à part manifester pacifiquement. Là, quelque part, on voit les excès possibles de la loi, puisque se sont retrouvés bannis du Parc des Princes des gens qui réclamaient juste la possibilité de s'abonner à 10 dans la même tribune. En tant que lambda, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose pour essayer de faire passer un message auprès des personnes qui continuent à aller au Parc des Princes, pour expliquer notre cas, pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il y a de l'injustice avec ce plan-là, pourquoi on est contre ce plan-là, pourquoi on allait être amené à boycotter le Parc des Princes pendant un long moment. À partir du moment où le plan Le Prou mettait des abonnements aléatoires, il était hors de question de se prêter à cette mascarade. Saison 2010-2011, j'ai été au parc et je me suis fait chier comme un rat mort, pardon. C'est une année un peu bizarre où médiatiquement on se réjouit des effets du plan Le Prou, mais en même temps il y a de nombreuses voix qui disent oui mais bon regardez le parc est vide, regardez il n'y a pas d'ambiance. C'est un crève-cœur mais c'est la meilleure solution, c'était l'attitude la plus intègre à avoir par rapport à notre histoire de tribune, d'ultra, ça aurait été aller au parc, c'était pour moi vraiment renier tout ce qu'on avait pu faire, avant. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui suivaient le boycott de manière générale. Beaucoup de gens refusaient de chanter par solidarité avec ce qui s'était passé auprès des anciens. Quand on a lu les dispositions du plan Le Prou, pour nous, dès le début, il a été clair que ça ne résoudrait rien et que ça allait tuer l'ambiance. C'était Tel Aviv, où il y avait 8000 spectateurs. 8000 spectateurs dans le Parc des Princes. Une catastrophe. Enfin, voilà, pas d'ambiance, on m'entendait limite en train de commenter. C'était un stade un peu, vide d'esprit. On a même atteint les 5000, je crois, à un moment, je sais plus le nom du club en face, mais c'était pas possible. Un PSG Auxerre au parc, et je suis absolument certain que Paris perd ce match parce que le parc sont les creux, j'en suis sûr et certain. Après, on te dit dans la presse qu'il y avait 30 ou 40 000 personnes parce que, bien sûr, le Prou, alors ça va des exemples complètement absurdes, des gens qui distribuent des places gratuitement dans la rue, des places que tu pouvais gagner en achetant juste Télé 7 jours. Non mais c'est hallucinant. Même chez les journalistes, certains vous diront mais non, c'était très bien, non. Hors micro, entre nous, mais bien sûr qu'on s'est dit que c'était pas possible de continuer comme ça. C'était du genre 10 000 places par match, distribuées gratuitement à des lambda, quoi. Personnes qui n'ont rien à voir avec le PSG, ou qui ne venaient que très rarement, ou pratiquement jamais, en tout cas que t'es pas abonné. Et ça, c'est c'est ça le plan Le Prou. C'était ça le parc, pendant un an. Pendant la saison 2010-2011, l'image du supporter parisien est exécrable. Les médias, le club et les pouvoirs publics s'acharnent sur ces nouveaux parias de la société. Les libertés individuelles sont piétinées. À l'extérieur du stade, la résistance s'organise. Des manifestations, des contre-parquages et toutes sortes d'actions sont menées tout au long de la saison. À cet instant, je commence à comprendre la cause que soutiennent ces supporters historiques. Les premiers temps du plan Le Prou, ça, franchement, c'était pas dire du grand n'importe quoi, mais on a quand même vécu des situations complètement surréalistes. Les matchs à huis clos, les interdictions, des mesures d'exception qui devenaient une folie, des décrets départementaux interdisant à quelqu'un avec une plaque 75 ou de l'Île-de-France de circuler dans une région. Dans des matchs à Quevilly, à Rouen, on ne pouvait pas se balader avec une écharpe du PSG. À Lens, je me suis retrouvé avec 3 contrôles de voiture, avec la voiture fouillée. On n'a jamais vu ça, depuis les années 40, jamais vu ça en France. Des trucs qui étaient limite même du droit démocratique. J'étais en presse au match à huis clos à Auxerre, où ils arrêtaient toutes les voitures
qui venaient de Paris, il fallait montrer les papiers d'identité, c'était quelque chose de complètement fou. Au dernier péage, juste avant Caen, toutes les voitures parisiennes se faisaient contrôler, fouillées de fond en comble, prise d'identité de tout le monde. Ça, c'était vraiment la partie... Enfin, c'est là où on a vraiment ressenti l'acharnement des pouvoirs publics là-dessus. La liberté de circulation a été complètement bafouée, piétinée. Et ça, c'est vraiment le reproche moi, que je fais au plan Le Prou. C'est un truc de fou, quoi. À chaque fois que vous découvrez ces arrêtés où il est écrit qu'un type qui a un signe distinctif d'appartenance au PSG ou de soutien au PSG, eh bien, quelque part, il n'a pas le droit d'entrer dans tel département ou dans telle zone autour d'un stade. Non, mais là, on est dans l'aberration la plus complète. L'arrestation de personnes qui avaient juste une écharpe autour du cou, qui venaient supporter le Paris Saint-Germain, c'était vraiment la diabolisation des supporters du PSG. Mais finalement, la France du foot n'attendait que ça. Et c'est des mesures qui, présentées au grand public, paraissent tout à fait banales parce que le grand public voit ça comme des mesures qui luttent contre des hooligans assoiffés de haine et de sang, etc. Il y a une partie des mesures qui est vraiment excessive et qui met mal à l'aise. Très franchement, du coup, ça peut rendre... ça a pu rendre peut-être, je sais pas, certains supporters du PSG, ça a pu les radicaliser peut-être un petit peu, alors que au départ, ils voulaient revenir avec l'idée de montrer qu'on peut suivre le PSG, que ce soit au parc, que ce soit en déplacement, qu'on peut suivre au PSG juste en tant que passionné. Je déteste l'amalgame et je déteste qu'on puisse dire les supporters du PSG sont des voyous, comme je l'ai entendu trop souvent dans les médias et un peu partout, pas simplement dans les médias, mais dans la rue ou les gens qui n'y connaissent rien. C'est pas parce qu'il y a 400 voyous, et c'est 400 de trop, et ceux-là, il faut les éradiquer, les empêcher de venir au stade, que tous les supporters sont... Enfin, c'est une stupidité rare. Avec les termes de hooligan, d'ultra, de supporters, d'abonnés, enfin tout ça, c'est un paquet, et on pioche des mots pour faire des articles dans toute la presse, et ce qui fait que nous, ça nous pénalise dans notre crédibilité quand on veut discuter avec le club. LPA, la base de départ, elle est super saine. C'est des anciens abonnés qui sont pas dans une association en particulier et qui veulent absolument retrouver leur place avec leurs potes. Voilà, ça c'est la base de départ. Quand Jérémy Laroche a voulu créer LPA, il nous a appelés, les anciens leaders. Donc les actions qui ont été menées durant toute une saison, ça a été, on a fait 2 manifestations dans Paris. Une où il y avait 1200 personnes et une où il y avait 1500 personnes qui se sont très bien déroulées, où on a pu faire passer des messages. À ce moment-là, la liberté pour les abonnés avait vraiment une légitimité parce que sportivement, le PSG ne représentait plus grand-chose. On s'ennuyait sur le terrain, on s'ennuyait en tribune, les supporters étaient méprisés. On a aussi fait des contre-parquages. Donc ce qu'on appelle contre-parquage, c'est on achète des places en dehors des parquages visiteurs lors des matchs à l'extérieur et on se regroupe entre nous et on lance des chants contestataires. Voilà, on monte notre présence. Ça, on a fait des très gros contre-parquages, notamment à Valenciennes, on était 400, à Caen, on était 300. PSG Brest, donc, pour faire un petit rappel des faits, on a les supporters, les historiques, enfin les anciens, qui ont pris des places en tribune Paris et en tribune présidentielle pour se faire une place et pour montrer que le côté aléatoire était uniquement une ségrégation par l'argent et que si on voulait se retrouver en tribune latérale entre potes sans placement aléatoire, on pouvait. On a réussi à contourner, on a réussi à prouver que si on voulait vraiment être au stade, on pouvait le faire. Je lui dis attention, il va t'arriver ça, on va te faire des coups fourrés, tu vas te retrouver interdit de stade même si t'as rien fait. Tu vas subir des menaces, les flics, etc., etc. Quoi que tu fasses, même si tu le fais bien, t'auras des problèmes. Et le président Le Prou et de l'actionnaire n'avaient strictement pas envie de discuter avec eux. Dès qu'ils trouvaient des moyens d'action légaux, mais qui faisaient parler de l'action et de la contestation, forcément derrière c'était des ennuis et des interdictions de stade. Le Paris Saint-Germain, la mauvaise réputation de ses supporters depuis les années 90, en fait les médias ont toujours couvert sur la partie négative. Et dès qu'il se passait quelque chose contre les supporters du PSG, on se bouchait les oreilles, et on se bouche les oreilles. Après la saison 2010-2011, c'est décidé. Je ne me réabonne pas. Dégoûté par cette nouvelle ambiance et ce stade à moitié vide. Mais en juin 2011, l'arrivée des Qataris change la donne. Le PSG entre dans une nouvelle ère et je ne veux rater ça pour rien au monde. Pourtant, dès les premiers matchs, je comprends que quelque chose est en train de se passer dans mes tribunes. À Paris, il y a eu le rachat du Paris Saint-Germain par de nouveaux propriétaires. Ils arrivent, d'abord, ils nous donnent ce qu'on n'a jamais eu, nous les Parisiens, les moyens
de vraiment briller, de devenir une très grande équipe. Ils ont investi 100 millions d'euros. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est que le sportif soit au top pour surfer sur cette vague-là et pour attirer justement un nouveau public et pour recycler le public. Beaucoup de gens ont été attirés par les gazodollars des Qataris et autres, et puis ça brille, c'est les paillettes, tout ça, c'est... Voilà. Et le PSG a réussi son stratagème, ils en ont bavé une saison avec des affluences médiocres, le boycott a été une réussite, c'était très bien pour nous, et puis là, le parc est plein, et le parc continuera à être plein. Le boycott, l'impact c'est 0+0. Pourquoi ? Parce que autant on serait resté, je veux dire, avec les anciens proprios du PSG, je dis pas au bout d'un moment, mais là, les mecs vont développer un club extraordinaire. 2011-2012, on a des stars. Il y a certains supporters historiques qui se disent bon ben je vais peut-être revenir au stade même si c'est pas dans les conditions antérieures, j'ai encore envie de voir le PSG. Il y a quand même eu une année où il n'y a pas du tout eu de stade et ça fait une vraie cassure. Donc on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans la même période, on vit plus la même chose. Et puis il y a tout un public d'amateurs de football qui n'a pas une culture supporter énorme, qui a envie de voir les stars. Et là maintenant on a des gens qui arrivent avec des exigences au niveau du spectacle et aucune culture footballistique et du PSG en particulier. L'ambiance a énormément changé, les gens perdent de plus en plus l'habitude d'encourager leur équipe parce qu'on est entré dans l'ère du football business, du football théâtre, du football opéra. C'est un stade à l'américaine, tu payes ton sandwich, tu t'assois tranquillement à ta place et à ta place. Faut que tu sois bien un numéro respecté, inscrit sur le billet, il faut que ce soit ton nom et tout. Donc si tu es avec une personne que tu connais qui n'a pas la même place que toi, il s'assoit 3 places plus loin. Tu peux pas te mettre à côté, c'est interdit, sinon tu as les stewards qui arrivent qui te dégagent du stade. C'est ça le PSG aujourd'hui. Faut le dire parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. On voit à PSG Montpellier ou PSG Marseille où on voit des spots de lumière dans les tribunes, on voit c'est ridicule au possible. Donc la volonté de créer une ambiance finalement de manière un peu factice par le club. Et ça va tendre de plus en plus vers ça au fur et à mesure des saisons parce que les Qataris ils sont ici pour faire du spectacle et ils n'ont pas pris conscience qu'en tribune le spectacle qui pouvait être fait par le passé par les anciennes associations ne peut pas s'acheter. Vous coupez 13 000 personnes qui se sont engagées pendant des années. Effectivement, l'année suivante ou les années suivantes, il n'y a pas d'ambiance. Donc le PSG cherche des solutions. Le club fait en sorte de masquer les illusions en mettant des drapeaux en tribune, en essayant de faire croire qu'il y a vraiment un engouement au Parc des Princes. C'est plus critiquable d'essayer de soi-même construire les nouveaux supporters. Des supporters, ça part de la base, c'est des gens qui, tout petits, sont emmenés par leur papa ou leur maman à un match. Ils vont voir un match, ils se disent « ce club, je vais l'aimer », enfin en tout cas, quelque chose se monte. Et c'est avec le temps. Donc là, ils ont coupé une branche. Cette branche, elle ne va pas repousser en un an. Fin octobre, début novembre, il y a eu la rumeur Comboiré-Ancelotti, où Leonardo a reçu Ancelotti dans un hôtel parisien. Le PSG était à l'époque aux 2 premières places. Avec Comboiré, ça jouait pas trop mal, il y avait un semblant de cohésion sportive. Et donc en tribune, tous les supporters ont voulu vraiment marquer leur soutien avec Comboiré. Donc la première réunion à ce sujet avec le club, on a essayé de voir si on pouvait faire une banderole Comboiré pour soutenir l'entraîneur qui était en place, qui est salarié du PSG. Et le club nous a clairement fait comprendre que la banderole Comboiré n'était pas négociable. Pour moi, ça, je trouve que c'est une entrave à la liberté d'expression, ça c'est intolérable. Je pense que on ne doit pas enlever ça du foot. Sur PSG Nancy, on voulait prendre le micro pour lancer Comboiré dans le micro. On n'aurait pas pu parce que Michel Mimran est venu nous voir une demi-heure avant le coup d'envoi, directement aux tribunes, pour nous dire que si on disait Comboiré dans le micro, on allait mettre en difficulté certaines personnes au parc, c'était Jean-Claude Blanc et Leonardo à l'époque, et que il valait mieux qu'on essaie de calmer le jeu parce que lui, il ne se voyait pas justifié auprès de ses supérieurs hiérarchiques qui confient le micro à un supporter et que ce même supporter conteste la décision sportive imposée par le club. Si le foot est une grande entreprise, le supporter, c'est un syndicaliste, c'est un employé, c'est ce que tu veux, mais il a le droit, comme les socios le font, d'agiter le mouchoir blanc, mais ils ont le droit de sortir une banderole pour dire qu'ils ne sont pas contents, ils ont le droit de chanter. La direction stipule qu'on n'a pas le droit de chanter contre la direction du PSG, ce qui est hallucinant quand même pour un pays comme la France ou pays des droits de l'homme, on a quand même la liberté d'expression. On ne peut plus accepter des critiques sur les joueurs, on ne peut plus accepter des critiques publiques sur l'entraîneur.
quand des supporters veulent faire une banderole de soutien à un entraîneur qui est menacé d'être licencié par les dirigeants, on leur interdit. On demande clairement aux stewards de chasser les contestataires. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le micro a été confié à une association qui s'appelle Sportitude, qui est gérée avec SOS Racisme et l'Union des Jeunes Juifs de France. Et notre position, elle est surtout très claire par rapport à ça, c'est que le plan Le Proux voulait chasser la politique et l'aspect religion au Parc des Princes. Et 2 ans plus tard, on revient avec SOS Racisme, qui est juste le satellite du PS, et l'Union des Jeunes Juifs de France. Donc il y a une mainmise totale des dirigeants du PSG sur l'ambiance. Et donc ça pose la question de ce qu'est le stade. Est-ce que c'est un espace quelque part complètement contrôlé par les pouvoirs publics et les dirigeants du club et du football, ou est-ce que c'est encore un peu un espace de liberté? Et là, il y a quand même cette question de fond derrière. Après la trêve hivernale, je sais que mes jours en tribune sont comptés. À chaque match, j'accumule un peu plus de frustration. Découragé par ce public étrange et versatile manipulé par la direction du club. Un stade a besoin d'un vrai public, avec ses leaders, ses groupes de supporters, histoire de faire monter l'ambiance et faire vibrer les gradins. L'ambiance dépend beaucoup de gens qui ont une culture des stades. On le voit avec l'équipe de France de foot. Quand vous avez l'équipe de France qui a pu être championne du monde, championne d'Europe, qui a obtenu tous les résultats voulus, vous n'avez jamais eu d'ambiance au Stade de France. Pourquoi ? Parce que vous avez un public qui n'a pas l'habitude de fréquenter les stades, de reprendre certaines chansons, ainsi de suite. Au parc, ce qu'il manque actuellement, c'est précisément des groupes ou des gens qui ont cette culture et qui peuvent, par leur impulsion, entraîner le reste du public. Tu regardes les virages, et là tu les reconnais pas. Et tu te dis, mais c'est pas mon virage, quoi, en fait. C'est tout bêtement pas ma tribune. C'est effectivement, c'est Auteuil, c'est Boulogne, mais c'est pas ce que moi j'ai laissé, quoi. C'est vraiment un public de spectateurs, donc c'est si j'ai envie de chanter, je chante, et si j'ai envie d'insulter un joueur, j'insulte un joueur. Les mecs sont capables de siffler leur équipe quand elle gagne. Et de faire des chants complètement contradictoires à 2 minutes d'intervalle. Et donc on s'est retrouvé sur les dernières minutes de PSG Montpellier avec une situation assez amusante, où Montpellier mène 2-1, la tribune Boulogne chante mouiller le maillot, 10 minutes plus tard, le PSG égalise, donc le PSG reste premier au classement, et les 2 virages sont on est les premiers. Le PSG est mené face à Lyon en Coupe de France 3-1 ou 2-1, les gens se lèvent, partent. Effectivement, ce sont des consommateurs désormais de football, les gens qui allument leur télé et qui viennent au stade. C'est un autre public. C'est un public qui peut vibrer de manière très ponctuelle sur certaines actions, mais qui a du mal à se mobiliser sur les temps faibles. Et puis après tu te payes des bonnes tranches de rigolade quand t'entends l'ambiance, quoi. Enfin, ou quand t'entends pas l'ambiance, quoi. On sent très nettement qu'il y a des silences, il y a des blancs. Et ça fait drôle, un stade où il y a des silences comme ça, c'est assez déstabilisant. Quand on me dit qu'aujourd'hui le public du parc, c'est un public bon enfant, que ça s'est assagi, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'avant, là où il y avait des chants de la part des associations ultra, aujourd'hui, il n'y a plus de chants et on entend quoi ? Beaucoup d'insultes. Bien souvent, ça tourne assez vite à l'insulte du camp adverse parce qu'on ne sait rien dire d'autre. Et ça, c'est catastrophique, c'est terrible, parce que c'est plus un stade de foot. Un stade de foot, c'est des chants, c'est une ambiance, c'est quelque chose. Et ça, c'était assuré, notamment par les groupes d'Auteuil et certains à Boulogne. On peut pas remplacer de toute manière 2 tribunes comme ça, c'est pas possible. PSG Bordeaux, les Bordelais marquent, et j'ai vu quelque chose que je croyais jamais voir au parc. Alors peut-être que c'est l'ambiance des micros, je ne sais pas, bref, j'aurais été au parc, je l'aurais peut-être vécu autrement, mais c'est les Bordelais chez eux qui se mettent à chanter et qui dominent tout le parc. Alors qu'on a 45 000 Parisiens et une poignée de Bordelais. C'est inadmissible, c'est pas quelque chose que nous, à notre époque, on aurait accepté. Les Stéphanois avaient fait une banderole, au parc on est chez nous, merci Le Proux, enfin on est au mois d'août, c'est le premier match de la saison, même si on les tape 3-1 au final, ça fait mal au cœur de voir ça. Et malheureusement, comme les associations de toute façon ne sont plus là pour organiser, pour relancer, pour amener cette niaque, c'est mort. Aujourd'hui, effectivement, les mecs sont plus là en tant que spectateurs. Les joueurs hors micro vous le disent très clairement que l'ambiance n'est plus la même, qu'ils le sentent bien. Il y a la tribune derrière le but côté 16e et la tribune derrière le but côté Boulogne, quoi. Les virages sont morts et comme le dit la chanson, le Parc des Princes est mort. Dès que ça gagne, pas de problème, ça s'enflamme, ça chante, etc. Mais quand l'équipe est au plus mal, à l'époque, quand il y avait les ultras, ça pousse. Voilà, c'est les ultras poussés, aidés.
qui était hier, c'est qu'on lâchait jamais. Nous, on a déjà des joueurs qui nous ont dit, sur certains gros matchs, des joueurs d'ailleurs qui jouent encore au PSG actuellement, nous ont dit, quand on a vu l'ambiance au début du match, ce match-là, on savait qu'on pouvait pas le perdre, quoi. C'était pas possible. Bien sûr que le public, il peut changer un match, sincèrement. On joue pour le public avant tout. Quand on a un virage comme le virage d'Auteuil où t'as 6000 mecs qui se mettent à chanter ou qui ont la même émotion au même moment, c'est impressionnant. C'est un truc de dingue parce que tu vois pas le match, bon tu te retournes mais bon tu vis le match par rapport à la tribune justement, tu vois sur le visage des gens s'ils sont heureux, crispés. Quand tu dis à une tribune à un moment, bon voilà je vais compter jusqu'à 3 et à 3, même s'il se passe rien pendant ce match de merde parce que c'est un match où on se fait chier, on va tous exulter comme s'il y avait un but et que ça se fait et que t'as les 3/4 de la tribune qui joue le jeu et que t'as personne dans le parc tous les autres dans le parc se disent mais ils font quoi, et que nous on est là juste par plaisir, on est en train d'exulter sur un but qui n'existe pas, et ça relance l'ambiance et ça repart et t'as de la folie derrière et ça amène un but. T'as des cris, tu pousses l'équipe au sens littéral du terme quoi, c'est-à-dire que tu vois les gens physiquement sur leur tête etc, tu vois à la limite essayer de pousser le ballon dans le but et tu sens limite tu vois des buts montés, t'as à peine le temps de te retourner que c'est déjà un chaos total, la tribune explose, c'est le bordel, toi t'es là sur ton podium et c'est ton méga vol, t'es heureux. Mais quand t'encaissais un but, t'avais le je sais pas comment on l'appelle mais le porte-voix qui relançait tout de suite, on l'entendait parce que là c'était très calme et toute la tribune repartait et là c'est bah voilà tu te dis bon on a encaissé un but mais voilà pour eux faut repartir quoi. C'était presque une tradition, une mauvaise tradition parce qu'on n'aimait pas prendre de but, mais le but qu'on venait de prendre fallait pas qu'on gamberge quoi, comme les joueurs, à l'image des joueurs pour leur redonner tout de suite l'envie de repartir et de remonter le score s'il fallait le remonter. Ben nous, il fallait qu'on reparte de suite, quoi. Christophe Jallet, en fait, qui est sur notre antenne, il y a, c'était au mois de février, début février, qui est venu le dire, qui a dit, voilà, c'était mieux avant. Il y a même des joueurs qui sont pas parisiens, qui jouent pas pour le PSG, qui jouent pour les autres équipes, qui regrettent cette ambiance au parc. Quand ils venaient jouer au parc à l'époque, donc moi c'est les plus anciens, c'est ceux de ma génération, maintenant qu'on entre 30 et 35 ans, quand ils venaient jouer au parc, il y avait une pression, ils avaient peur. Et même ceux d'aujourd'hui, voilà, qui arrivent après le Prou, ils vous disent oui mais le parc c'est extraordinaire, parce qu'ils restent encore sur la vision de ce qu'ils ont auparavant, de ce qui tourne encore en vidéo. Si un club se prive de ce public-là, qui a une vraie connaissance du ballon, qui a une vraie passion, il perd son âme. D'un bel arbre, si vous coupez les racines, il meurt, et ça va être le plus bel arbre, il restera beau un certain temps, mais après il va mourir. Aujourd'hui, le parc fait le plein, les stars et l'argent sont là, mais la culture supporter, ça ne s'improvise pas. Pour la première fois de mon existence, je saisis enfin les bases de la mentalité ultra. Je comprends alors ce que tous ces mecs ont ressenti 2 ans plus tôt. On leur a enlevé leur club, et désormais, on fait semblant de vouloir leur rendre. Pour que tu aies une ambiance digne de ce nom, il faut un moteur. Et le moteur, en l'occurrence, c'est l'association. Les gens qui mettent des animations, qui sont aptes à faire des animations, ce que je veux dire, ils attendent pas chez eux en ce moment tranquillement. Hein. À l'heure actuelle, il n'en existe plus des gens qui sont capables de faire ça. C'est pour ça que c'est essentiel des groupes de supporters, parce que eux connaissent les chants, eux sont capables de soutenir l'équipe. Donc quand on enlève les ultras, c'est valable à Paris, c'est valable ailleurs, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus personne qui sait chanter, il n'y a plus personne qui sait lancer les chants, il n'y a plus de groupe qui se constitue. Le problème du PSG à l'heure actuelle, son grand problème, ça va être de croire que ça s'achète. Et ça s'achète pas, ça. La bâche contre Marseille, c'est... Déjà, rien que le fait de dire que c'est un tifo, ça me fait doucement rigoler parce que ça n'a absolument rien d'un tifo. Évidemment, il y a que des commentateurs de foot qui sont des footeux, qu'on dit c'était magnifique, c'était super beau. Ouais, mais c'est pas ça l'ambiance dans un stade. Hein. Cette voile-là, elle aurait été bien si elle avait été dans les tribunes. Hein. Là, elle est très belle la voile. Hein. Elle a dû leur coûter très cher, hein, parce qu'elle est en tissu inifugé, donc elle a dû leur coûter un bras. Hein. Mais elle sert à rien. Ça n'a pas été préparé par des supporters, ça n'a pas pris du temps pour être fait. C'est posé comme une grosse merde au plein milieu de la pelouse. Et on appelle ça un tifo sous prétexte que c'est la plus grande bâche faite en France. Mais je veux dire, dans toute l'Europe entière, ils se fendent la gueule, quoi, les supporters adverses. Les ultras, en prenant l'exemple des ultras, ils rigolent en voyant ça. C'est le côté ridicule du foot business qu'on déteste, quoi. Être ultra au sens italien du terme,
ce n'est pas forcément être violent. Ça veut dire d'abord être engagé, au sens quasi militant du terme, dans le soutien à son équipe. C'est accorder une place énorme dans sa vie à son équipe, c'est-à-dire les matchs à domicile, la préparation de ces matchs, les matchs en déplacement et la préparation de ces matchs. Le football occupe une place très importante dans la vie sociale de ces jeunes. C'est presque le fil rouge de ma vie, en fait. Alors, il n'y a pas que ça. J'ai d'autres événements, mais je peux te dire pour tel match événementiel que tout le monde se rappelle, bah moi j'étais là, voilà ce que c'était ma vie à l'époque et tout ça. Le groupe ultra est en quelque sorte une seconde famille, une famille indissociable du spectacle football en lui-même. C'est-à-dire que le fait d'être ultra, dans l'esprit de la plupart de ces jeunes, c'est plus qu'être un simple spectateur, c'est un mode de vie. Un mode de vie qui consiste à avoir sa propre existence familiale, sociale, professionnelle dans la semaine, une vie parfaitement normale, tous les profils sociaux sont représentés, mais le samedi, dans le contexte du stade et du groupe, on encourage, on devient quelqu'un d'autre. Ça crée un réseau social, et ces gens-là, tu as envie de passer plus de temps avec eux, et de t'investir, et de faire de plus en plus de choses, quitte à venir en semaine au parc, alors qu'il n'y a pas de match, pour préparer des animations sur toute la tribune. On a toujours refusé que ça devienne un travail, mais que ça reste une passion. Donc on avait tous un boulot à côté, on avait tous une famille à côté. Ça nous coûtait beaucoup d'argent et d'investissement. C'est de la peinture tous les soirs, tous les jours. C'est un investissement, je ne vais pas dire de tous les instants, mais le mec il y pense jour et nuit, enfin presque jour et nuit quoi. Quand t'es ultra etc, tu vas la semaine préparer des tifos et autres, voilà, j'ai pu passer quand j'étais à la fac et autres, à pas aller en cours et des journées à préparer des gros tifos du matin au soir, à rester tard, ou même quand je bossais parfois après le boulot, bah tu passes au parc au moins tous les jours selon l'importance du tifo, plusieurs fois par semaine. T'as des tifos qui ont mis plus de 6 mois à se créer, hein, au niveau matériel j'entends, au niveau réalisation pure, hein. Je parle pas au niveau idée du tifo, tout ça c'est déjà fait. Il y a un côté seconde famille, il y a un côté, enfin voilà, tu t'investis, c'est du militantisme ultra, comme ça peut être du militantisme politique, t'es dedans, t'es acharné, et voilà. Le mec qui fait 1000 km pour y voir l'équipe à l'extérieur, c'est quelque chose de très bien. Hein. L'engagement des ultras, c'est quelque chose de phénoménal. Je me rappelle de matchs du PSG en Coupe d'Europe en Roumanie, je crois, où des types s'étaient rendus là-bas et ils étaient partis peut-être 2 ou 3 jours à l'avance. Ils avaient pris des cars, des trains, fait du stop, je sais pas quoi. Enfin, une histoire incroyable pour arriver jusqu'en Roumanie. Ça, effectivement, on se dit, il y a que le foot et que peut-être certains clubs qui arrivent à générer autant de passion. À Paris, les seuls qui aient jamais organisé des collectes de jouets pour les enfants, c'était les groupes ultras. Les seuls qui aient jamais organisé des collectes d'argent contre la musculoviscidose, c'était des groupes ultras, que ce soit d'Auteuil ou de Boulogne. Voilà, ça c'était aussi les initiatives des groupes ultras. Les seuls qui se soient élevés contre les projets de changement de maillot ou autres, c'était les groupes ultras. Ils représentaient quelque chose, ils défendaient une forme d'identité. Pour moi, il doit y avoir des associations de supporters dans un club, c'est comme des syndicats. Quand on est patron, on rouspète contre des syndicats. Mais il n'y a rien de pire que quand il n'y a pas de syndicat. On ne sait pas à qui parler. On formait une sorte de contre-pouvoir au fait que lorsque tu nous changeais notre maillot et que tu mettais un maillot qui n'était pas le maillot du PSG à proprement parler, on était là pour contester. Quand tu voulais augmenter le prix des abos comme ça se fait actuellement, ou alors le prix des places où maintenant il faut payer des sommes astronomiques pour aller en virage, on était là aussi pour contester. On avait réussi à négocier un gel des tarifs sur 5 ans avant d'être dissous. C'était des choses importantes. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours voulu défendre un football populaire à Paris. Et que pour nous, c'est important d'avoir des virages où tout le monde peut s'abonner, pas seulement les gens qui ont les moyens. Les ultras, par le fait qu'ils sont fidèles et qu'ils sont toujours présents au stade et qu'ils encouragent l'équipe, incarnent en quelque sorte, au même titre que d'autres supporters, la continuité de l'esprit d'un club, son histoire et le respect de certaines valeurs. Les supporters, bien sûr, c'est l'âme du parc qui vit très fort la vie du club. Les vrais supporters sont un peu les garants de l'identité du club. Parce qu'on voit les directions passent, les entraîneurs passent, les présidents passent. Au départ, ce sont des gens qui n'ont pas la culture club. Nasser, il y a 2 ans, il ne savait peut-être pas ce que c'était que le PSG. Les ultras, c'est la moelle épinière d'un club. C'est
comprendre qu'un mec puisse faire 2000 km avec une caisse, alors que lui a peut-être un SMIC, voire qu'il est chômeur, parce que c'est son club, c'est la quintessence du football. C'est pour ça que le football n'est pas un sport comme les autres. Les actions des contestataires n'ont jamais été relayées positivement dans les médias. De son côté, le club n'a jamais ouvert la porte à un véritable dialogue et préfère effacer les fresques historiques qui couvraient les murs des tribunes. L'identité de mon club disparaît, petit à petit. Quand on voit la politique du club au fur et à mesure, ça nous dégoûte de plus en plus parce que c'est plus du tout les valeurs qu'on aimait avant et pour lesquelles on a aimé ce club. Voilà, c'est vraiment aux antipodes de tout ce qu'on défend, de tout ce qu'on a défendu pendant 2 ans. L'autodissolution de LPA, je crois que c'est normal. Enfin, c'est normal. C'était sûr. À chaque fois qu'ils faisaient une action ces derniers temps, ils prenaient des IDS, des IAS, enfin bon, c'était plus possible pour eux, donc moi je peux les comprendre de jeter l'éponge, et en plus derrière, le Paris Saint-Germain, il n'y a plus de retour. Ça servait à rien d'avoir une association avec des leaders reconnus pour discuter avec le club, parce qu'il n'y avait plus de discussion. Si dès le départ, on leur avait dit « Ok, venez autour de la table, on discute avec vous », on n'aurait pas laissé pourrir le truc, et malheureusement, c'est mon avis, LPA s'est retrouvé avec des personnes qui se sont greffées autour, qui n'étaient pas là pour forcément que le débat soit constructif, et ça a posé problème. On a pris la décision d'autodissoudre l'association, ce qui ne veut pas dire qu'on baisse notre garde et qu'on jette les armes à terre et qu'on va s'arrêter. Justement, maintenant on va le faire d'une autre manière, un peu plus officieuse, mais on va continuer à être présent en contre-parquage, à mener des actions sur différents terrains. Le noyau des supporters qui boycottent actuellement le parc et qui sont dans une logique de retour uniquement s'il y a des abonnements ne changeront pas d'avis en fonction des résultats. Parce qu'ils sont dans une autre logique. Ils sont plus dans une logique d'état d'esprit qu'une logique de résultat. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. On nous a enlevé des tribunes. Après, ils ont enlevé les traces qu'on avait laissées dans les tribunes. Ces fresques, elles faisaient tellement partie du parc que quand il y a eu la Coupe du Monde de rugby, à l'époque, les dirigeants du PSG, je ne sais plus qui était le président, si c'était Kézak ou pas, avaient dit, parce que les RB disaient, ouais, il faudrait peut-être repeindre les murs, etc. Ou voilà, et non, le PSG dit non, c'est comme ça fait partie de ces tribunes, on les laisse. Donc on oublie tout ce qui s'est passé à partir de 2010, et voilà. Ça, c'est derrière, on n'en parle plus, on n'y fait plus référence du tout. Clame de fin, on efface, on met du blanc, on aseptise, on fait des stades modernes qui sont des temples de la consommation et de la sécurité. Là où on est dans le déni total de tout ce qui a existé avant, quoi. Il faut respecter aussi la culture, la tradition du club. Je prendrai l'exemple de Malmoligan parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur et encore une fois, c'est le dernier en date. C'est la supportrice par définition la plus fidèle que j'ai connue dans toute ma vie au parc. Et refuser ce que le club a fait, refuser ne serait-ce qu'à la rigueur la minute de silence, on s'en doutait qu'elle ne serait pas acceptée. Mais d'en parler, ou alors d'en parler d'une manière tellement vague qu'on ne sait même pas qui c'est à l'arrivée parce qu'on ne mentionne pas son pseudo ou de manière incomplète et on ne dit pas dans quelle tribune elle était abonnée. Je trouve ça ignoble. La direction actuelle du Paris Saint-Germain, même si elle met des millions, des dizaines de millions, quelque part, donne le sentiment de mépriser cette histoire et cet état d'esprit. Après les rénovations du parc en vue de l'Euro 2016, le club restera peut-être au Stade de France pour s'y installer à vie. Qui sait? Mais ce débat ne m'intéresse même plus. Cette année déjà, certains matchs se joueront là-bas. Les prix des places en tribune vont monter en flèche. Une page se tourne. Une nouvelle époque démarre et je ne suis pas sûr de vouloir en faire partie. Le football, c'est une affaire d'habitude, de passion évidemment, un petit peu de territoire et de nostalgie. Donc on vient toujours au même endroit, on y vient de père en fils parfois, et c'est ça le football. Et dans les groupes ultras, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, quand le PSG joue, on est tous pris entre deux feux, quoi. On a toujours le club au fond de nous-mêmes, dans le cœur. Ça restera toujours, mais c'est un club qui n'existe plus. Concrètement, c'est un club qui s'est éteint en 2010. Le Paris Saint-Germain, soit tu l'as dans les veines, soit tu l'as en toi, soit tu l'as pas. On fait partie on est rouge et bleu, quoi. On est parisien.
C'est notre club, quoi. Le parc a été rénové quasiment, enfin en même temps que le PSG a été créé, grosso modo. Et quelque part, c'est ces deux légendes qui sont nées en même temps, qui ont fait leur baptême ensemble quasiment. Et on peut pas imaginer comme ça deux frères siamois se séparer et faire leur vie chacun de leur côté. Il va y avoir le Stade de France, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont pas revenir? Ils vont être obligés d'y aller avec les travaux pour la rénovation pour l'Euro 2016. Mais je vois pas le Paris Saint-Germain se délocaliser et aller au Stade de France ou ailleurs. Enfin, aujourd'hui, le Parc des Princes, c'est Paris Saint-Germain, ça va de pair. Pour moi, le Stade de France, c'est un beau stade, mais c'est pas un stade de football. Pour moi, un stade de football, c'est sans la piste d'athlétisme. Et je suis persuadé que PSG va revenir au parc parce que je pense un stade qui reçoit 50 000 spectateurs, c'est suffisant pour une équipe. Le type qui dit que Paris doit pas rester au Parc des Princes, il aime pas le PSG, quoi. C'est l'Écusson, c'est le Parc des Princes. Moi, si demain Paris va au Stade de France, je serai supporter de Paris toujours. Je vais pas aller me faire chier au Stade de France, où il n'y a pas d'ambiance, où il n'y a pas un bruit, où il fait un froid de gueux. Non, moi, Paris, c'est le parc. Le parc, c'est l'identité de Paris. Et puis moi, quand je vais au Stade de France, je trouve qu'il est triste, il est froid, ce stade. Et même plein, ça fait pas du bruit comme 50 000 personnes au parc. Les couleurs du club et le parc, sont les valeurs fondamentales. Si tu quittes le parc, tu vas t'installer au Stade de France, c'est plus le PSG, ça s'appelle autrement. Certains ultras vont jeter l'éponge, ils ont continué le combat pendant 2 ans, peut-être une 3e année, et après ils vont arrêter parce qu'ils sentent bien qu'il n'y a pas de retour du côté du Paris Saint-Germain, même si en interne et en off, je peux vous dire une chose, c'est que des membres du staff vous disent oui, c'est vrai que l'ambiance c'est quand même pas terrible. On ne pourra jamais les remplacer, même dans le temps. On peut trouver un autre public plus familial, mais il manquera toujours quelque chose. Et si les dirigeants actuels n'arrivent pas à mesurer que l'enjeu essentiel est là, c'est qu'ils n'ont rien contre le football. Auteuil et Boulogne, ça va revenir au stade et il va se passer quoi? On n'a pas appris aux gens encore à vivre ensemble, à se côtoyer. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a envie de revoir le Parc des Princes avec des associations? Je ne le pense pas. Il y a bien d'autres solutions, je veux dire créer une association unique, avec une structure unique, un local unique, que les gens qui font les tifos, qu'ils soient d'Auteuil ou de Boulogne, ce soit sous le nom d'une même association par exemple, et dans un même local. Ouais, là ça apprendrait aux gens à se parler, à se côtoyer, à ne plus se taper dessus. Mais là on a résolu quoi? On n'a rien résolu. Le PSG n'a rien résolu, les autorités n'ont rien résolu. Et un jour, ça reviendra. Il y a 2016 qui arrive. Les stades doivent être sains. Il y a désormais des associations qu'on pensait intouchables, comme Saint-Etienne, qu'on commence à vraiment à titiller. Et puis c'est aussi une évolution plus globale du foot, hein. Ça a commencé à Paris, mais ça va continuer. On le voit à l'heure actuelle, les groupes montpelliérains sont dans l'œil du cyclone, les Stéphanois, ils vont faire tous leurs matchs à huis clos sans les Magic et les Green Angels. À Marseille, ça va être pareil. Voilà, il y a des nouveaux stades, le nouveau stade à Lille, je suis pas sûr que les Doc Viragest, les DVE fassent long feu. Les Bordelais, ils ont beau être potes avec Trio, leurs dirigeants, et je suis pas certain qu'avec le stade à Bordeaux-Lac, ça va pouvoir continuer. Non, ça a commencé à Paris, mais bon, grosso modo, la culture ultra va s'effacer petit à petit. On va faire des stades de consommateurs. Je pense que d'ici quelques années, on verra pas la différence entre un stade anglais, un stade allemand, un stade français et un stade italien. En fait, quand on regardera les tribunes, ça sera tout le monde pareil, quoi. Ça sera des salles de cinéma géants à ciel ouvert, quoi. Aujourd'hui, c'est du foot business à 200%. Là, on l'a très bien vu encore avec la campagne de réabonnement où je crois qu'il y a 20% d'augmentation sur les prix sur les réabonnements et sur les abonnements. Donc voilà, on va arriver, on tend à ce que le public du Parc des Princes devienne un public vraiment que de spectateurs et de consommateurs qui sont prêts à payer 50 € leur place, même en virage, parce que c'est ce qui va se passer au fur et à mesure des années. Que ce PSG assume ses actes. Il n'y a plus d'association, on veut plus discuter avec les supporters, il n'y a plus d'ambiance. Eh bien, écoutez, ils sont partis comme ça, le stade est rempli, les gens applaudissent, quand il y a match nul, les gens sifflent, quand il y a une défaite, les gens sont déjà partis à la 80e, il y a déjà un quart du stade qui est vide. Eh bien, c'est comme ça, c'est ça le football business, et c'est ça le football de consumérisme.
Une nouvelle ère, un nouveau public, un nouveau club. Zlatan, Thiago Silva, Pastore. Le club se renforce à coups de millions, les spectateurs sont aux anges, les journalistes frottent les mains et la France du foot se délecte de ce nouveau PSG. C'est toute la face du foot mondial qui est en train de changer. Paraît que c'est normal. Mais moi, on m'a volé mon club. Une chose est sûre, nos souvenirs, personne ne pourra nous les enlever. Cette ambiance si spéciale, plus personne ne pourra en profiter. Elle n'existera que dans nos têtes, noyée dans la mélancolie et la nostalgie. Toutes ces images resteront gravées à vie dans la mémoire collective et feront battre le cœur du parc, à jamais.